Alors, dans cette vidéo, nous allons voir la suite de l'exercice sur les matrices nilpotentes. Dans la première vidéo, on avait vu quelque chose d'assez théorique. Ici, on va voir l'application de ce qu'on a vu dans la première vidéo, mais appliquée à une matrice A particulière. Donc, on nous donne E ici qui égale R3 et U qui appartient à L de E, donc un orthomorphisme de E, qui est représenté dans la base canonique par la matrice A suivante. On nous demande tout d'abord de montrer que A est nilpotente. Donc, on rappelle qu'une matrice A est nilpotente si à partir d'un certain rang, A puissance K est égal à 0 pour tout K supérieur ou égal à grand N. Parce qu'à partir du moment où j'ai une puissance de A qui vaut 0, par exemple A puissance 4, et bien toutes les puissances supérieures à 4, donc A puissance 5, A puissance 6, A puissance 7, etc., sont égales à 0. Donc A puissance K égale à 0, plutôt la matrice nulle pour tout K supérieur à N, et donc la plus petite puissance telle que ce soit nul, c'est le N, qu'on appelle l'indice de nilpotence. Donc pour montrer que A est nilpotente, on va tout simplement calculer les puissances successives de A, c'est-à-dire A puissance 2, A puissance 3, A puissance 4, etc. Et à partir du moment où on trouvera la matrice nulle, eh bien ça montrera bien que la matrice est nilpotente. Donc on va tout d'abord calculer A carré. Pour calculer A carré, on sait que c'est A fois A. Et quand on fait une multiplication de matrices, on sait qu'on met la première matrice ici et la deuxième là, et on met le résultat ici. C'est ce qu'on avait vu dans d'autres vidéos. Donc on recommence en écrivant la matrice A ici, moins 1, 1, et 1, 0, moins 1. Et ensuite, on réécrit la même matrice, qu'on fait A fois A, au-dessus. Donc ici, 2, 1, 0, moins 3, moins 1, 1, et 1, 0, moins 1. Et maintenant, on calcule chaque terme de la matrice ici, donc la matrice A carré, ce sera celle-là. Donc là, je vais assez vite parce qu'on a vu ça dans d'autres vidéos. Pour calculer le terme ici, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça. Pour calculer le terme ici, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça, etc. etc. Donc là, 2 fois 2, ça fait 4. 4 moins 3, ça fait 1. Et 0, ça fait toujours 1. Là, ça fait 2 moins 1, ça fait 1. 1 et 0, ça fait 1. Là, ça fait 0, 1, 0, donc ça fait 1. Ici, ça fait moins 6. Plus 3, ça fait moins 3. Et après, ici, pardon, c'est pas un 0, mais un 1. Donc là, ça fait moins 6, plus 3, ça fait moins 3, plus 1, moins 3 plus 1, ça fait 2. Ensuite, moins 2. Ensuite, là, ça fait moins 3. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Plus 0, ça fait toujours moins 2. Ici, ça fait 0. Moins 1, ça fait moins 2. Et pour la dernière ligne, là, ça fait 2, 0, moins 1, 2, moins 1, ça fait 1. 1, 0, 0, ça fait 1. 0, 0, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Donc ici, c'est 1. Donc la matrice A carré, c'est la matrice qui est ici. Donc ça, c'est égal à A carré. On voit que A carré n'est pas nul. Donc pour l'instant, j'ai A qui n'est pas nilpotente. Donc après A carré, on va calculer A puissance 3, parce que je dis qu'on calcule les différentes puissances successives. Pour calculer A puissance 3, on va dire que c'est A carré fois A. Voilà, on peut très bien dire que c'est A fois A carré, ça revient au même. Et donc de la même manière, soit je mets ici A carré et ici A, soit là je mets A, et ici je mets A carré, suivant quel produit je fais. Moi je vais faire par exemple A carré fois A, le premier, c'est-à-dire que là je vais mettre A carré, là je vais mettre A. A est déjà ici, donc je n'y touche pas. Par contre A carré, donc cette matrice-là, il faut que je la mette ici. Donc là, je vais effacer ça, et à la place, je vais mettre la matrice A carré. C'est-à-dire je vais mettre 1, 1, 1, moins 2, moins 2, moins 2, et 1, 1, 1. Donc là, je fais A carré fois A. Et donc, bien sûr, il va falloir que je recalcule tous les coefficients ici, qui sont les coefficients de la matrice A cube. Bien sûr, c'est le même principe. Je fais ça, 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 etc. Donc là, ça fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Là, ça fait 1 moins 1, ça fait 0. 0 plus 0, ça fait 0. 0, 1 moins 1, 1 moins 1, ça fait 0. Donc là, on commence à voir déjà que la première ligne vaut 0. Donc, peut-être que finalement, le A cube sera égal à 0. On ne sait pas, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Là, ça fait moins 4. Moins 4 plus 6, ça fait 2. 2 moins 2, ça fait 0. Je continue d'avoir des 0. Là, ça fait moins 2 plus 2, 0. 0, ça fait 0. 0 moins 2 plus 2, ça fait 0. 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Ensuite, ici j'ai 1, moins 1, 0, 1, moins 1, ça fait 0. 0, 1, moins 1, 1, moins 1, ça fait 0. Et donc je trouve bien des 0 par 12, c'est-à-dire la matrice nulle. J'en déduis donc que A au cube
est égal à la matrice nulle qu'on écrit comme ça, AQ est égal à 0. J'ai donc bien montré que la matrice A était nilpotente, puisque A cube est égal à 0. Donc j'en déduis que la matrice A est nilpotente d'indice 3, la plus petite puissance telle que c'est égal à 0, on appelle ça un indice de nilpotence. Donc on peut dire que A est nilpotente d'indice 3. Donc ça, généralement, c'est simple, hein, il suffit de calculer les différentes puissances. Ici, à partir de 3, ça marche, donc au moins, il y a moins de calculs à faire. Maintenant, on demande d'en déduire l'inverse de l'identité moins A. Alors, on va dire quel est le rapport entre le fait que A cube est égal à 0 et de calculer l'inverse de l'identité. Alors là, c'est un petit peu particulier, mais c'est un raisonnement qu'on rencontre assez souvent dans les matrices nilpotentes, donc c'est important de savoir faire ce genre de questions, de l'avoir déjà vu, parce que deviner le raisonnement, c'est pas forcément évident. L'idée, c'est d'utiliser le fait que A cube est égal à 0. Sauf que bien sûr, je peux multiplier par moins 1 à gauche et à droite, ça me fait moins A cube égale moins 0, bien sûr moins 0 ça fait 0, donc je le laisse comme ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est rajouter l'identité à gauche et à droite. Donc je rajoute l'identité à gauche, je rajoute l'identité à droite, et 0 plus l'identité, ça fait l'identité. Donc j'ai finalement l'identité moins A cube, qui est égale à l'identité. Et là, l'intérêt, c'est que l'identité, je sais que je peux l'écrire comme l'identité au cube, parce que l'identité à n'importe quelle puissance est toujours égale à l'identité. C'est l'élément neutre pour la multiplication. Et là, je vois apparaître quelque chose du style A cube moins B cube. Et ça, on connaît la formule, puisque A cube moins B cube est égal à A moins B, facteur de A carré plus AB plus B carré. Par contre, attention, cette formule n'est vraie que si A et B commutent. C'est-à-dire que j'ai A fois B qui est égal à B fois A. Ici, le petit a, c'est le grand I, et petit b, c'est grand A. Donc là, pour pouvoir appliquer cette formule, il faut que je montre que grand I et grand A commutent. Sauf qu'on sait que l'identité commute avec n'importe quelle matrice, puisque l'identité fois A, c'est égal à A, et que A fois l'identité, c'est égal aussi à A. Donc j'en déduis que I fois A égale A fois I, parce que c'est tous les deux égal à A. Donc l'identité et A commutent. Et comme l'identité et A commutent, j'en déduis que je peux bien appliquer la formule que j'ai écrite ici. Et ça, il faut bien justifier, hein, parce que l'identité est A commute. Donc si j'applique cette formule, j'en déduis que j'ai A moins B, c'est-à-dire l'identité moins A. Facteur de A carré, c'est l'identité au carré. A fois B, c'est l'identité fois A. Et B carré, c'est A au carré. Et tout ça est égal à l'identité. Maintenant, je vais pouvoir simplifier cette expression. L'identité moins A, ça je laisse. L'identité au carré, je sais que c'est l'identité. L'identité fois A, je sais que c'est A. Et A carré, je laisse A carré, est égal à l'identité. Et là, c'est exactement ce que je voulais, parce que moi, je cherche l'inverse de I moins A. Donc quand je cherche l'inverse de I moins A, il faut que je trouve I moins A fois quelque chose est égal à l'identité. Ben là, c'est exactement ce que j'ai. J'ai I moins A fois quelque chose qui est égal à l'identité. Et j'en déduis alors que ce quelque chose est égal à l'inverse de I moins A. Parce que je rappelle que quand on a, par exemple, C fois D est égal à I, je peux en déduire que D est égal à l'inverse de C. De la même manière, C est égal à l'inverse de D. Et bien c'est exactement la formule que j'ai ici. J'ai I moins A fois quelque chose qui est égal à l'identité, et bien je peux en déduire que ce quelque chose, donc I plus A carré, c'est l'inverse de I moins A. Alors après je ne vais pas le calculer, mais A et A carré on les a calculés précédemment, donc on pourrait additionner ces trois matrices, et du coup avoir la matrice en elle-même, donc avec les coefficients, et vérifier que c'est bien l'inverse de I moins A, par exemple. Donc voilà l'idée de ce genre de calcul. Bien évidemment on a exactement le même raisonnement avec ici un plus, donc c'était pas demandé, mais juste je montre rapidement l'idée de ce raisonnement. Parce qu'on l'a fait avec l'identité moins A, on pourrait le faire très bien avec l'identité plus A au cube, en disant que ici c'est toujours vrai parce que tout à l'heure j'ai dit que moins A cube égale 0, mais A cube est aussi égal à 0. Et là on transformerait en disant que c'est moins A au cube. Et là c'est bien vrai parce que moins A au cube ça fait moins A cube, et moins A cube fois moins 1 ça fait plus A cube. Donc l'égalité est bien vérifiée, donc j'ai bien A cube moins B cube avec le B qui cette fois-ci vaut moins A, et on fait le même raisonnement. Donc voilà l'idée ici de cette question.
Il y a une autre méthode pour faire cette question, qui est de faire le développement limité de 1 sur 1 moins x. Parce que quand on dit i moins a puissance moins 1, c'est... Alors attention, ici c'est pas forcément vrai, mais quand on fait... Si on était dans les réels, on dirait que c'est 1 moins x puissance moins 1. Ça, on sait que c'est 1 sur 1 moins x. Or, 1 sur 1 moins x, on connaît son développement limité, c'est égal à 1 plus x carré, plus x au cube, plus 3 petits points, etc., jusqu'à plus l'infini. Et donc, si on remplace tout ça avec des matrices, on va se dire, donc le i, ça correspond au 1, le x, ça correspond au a, et donc tout ça est égal à cette somme en remplaçant donc le x par a, le 1 bien sûr par l'identité, ensuite a carré, a cube, etc., etc. Sauf qu'on vient de dire que a est nilpotente d'indice 3, donc à partir de 3, toutes les puissances ici sont nulles, donc a cube, a4, etc., tout ça, c'est égal à la matrice nulle, donc il me reste finalement que l'inverse de i moins a, c'est i plus a carré. Et là, on tombe exactement sur le même résultat que ce qu'on a vu précédemment, ce qui montre bien que cette méthode marche. Alors bien sûr, attention, cette méthode, là, on a fait avec l'analogie avec les réels, mais il faudrait vérifier après, en multipliant ça par i moins a, qu'on ne s'est pas trompé et qu'on a bien la bonne réponse. Donc ça, c'est plus une indication pour trouver la bonne réponse, mais attention, le raisonnement est quand même moins bien que celui qu'on a fait précédemment. Donc ça, c'est pour la première question, montrer qu'elle est nilpotente et utiliser le fait qu'elle soit nilpotente pour trouver l'inverse de i-1. Maintenant, on va commencer à utiliser ce qu'on a vu dans les premières vidéos. Enfin, dans la première vidéo. Dans la première vidéo, si vous l'avez vu, ce qu'on avait montré, c'est que quand on a une matrice nilpotente, en plus ici d'indice 3 comme là, à ce moment-là, on a, pour tout x qui n'appartient pas à ker de u carré, on sait que la famille x, u de x et u carré de x est une base de e, qui ici est R3. Bon. Donc là, ici, on voit que c'est un peu le même principe, puisqu'on nous demande de montrer que u carré de E3, u de E3, e de 3 est une base de E. Donc c'est exactement la même question. Par contre, attention, juste l'ordre des vecteurs est inversé, parce que le u carré est au début, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, ça reste une base quand même, si on change l'ordre. Par contre, la condition, c'était que le x n'appartienne pas à ker de u carré. Donc là, ici, le x, c'est E3, donc il faut que E3 n'appartienne pas à ker de u carré. Bien sûr, on ne va pas tout redémontrer, on va utiliser ce qu'on a vu dans la première vidéo. Et donc, si on arrive à dire que E3 n'appartient pas à ker de u carré, à ce moment-là, la famille sera bien une base de E. Alors, comment on montre que E3 n'appartient pas à ker de u carré? Il faut montrer que u carré de E3 est différent de 0. Parce que s'il appartient à ker de u carré, c'est u carré de E3 vaut 0. Mais s'il est différent de 0, il n'appartient pas à ker de u carré. Or, u carré de E3, en termes de matrice, pour le calculer, on fait a carré fois le vecteur x3, avec le vecteur x3 qui est le vecteur 0, 0, 1, c'est-à-dire le vecteur E3 dans la base canonique. Or, la matrice A carré qu'on a calculée tout à l'heure, elle valait ça. Donc d-1 sur la première ligne et sur la dernière ligne, et d-2 sur la deuxième ligne. Et si on fait ça fois le vecteur x3 qui est égal au vecteur 0, 0, 1, je vais donner directement la réponse parce que c'est comme d'habitude, quand on multiplie par un vecteur de la base canonique, c'est tout simplement le vecteur en question. Donc ici, comme c'est le 3, c'est le troisième vecteur, donc tout ça c'est égal à 1, moins 2, 1. C'est-à-dire le troisième vecteur ici. Donc je vois très bien que u carré de E3, ça vaut ça, donc qui n'appartient pas à ker de u carré. Donc là, je peux dire que E3 n'appartient pas à ker de u carré. Et donc, d'après ce qu'on a vu dans la première vidéo, j'en déduis que E3, U de E3 et U carré de E3 est une base de E. Je ne vais pas tout redémontrer, évidemment, hein, c'était le but de la première vidéo, de démontrer tout ça. Et donc, juste avec ça, je peux en déduire que c'est une base de E3. Bien sûr, ici, je vais changer l'ordre des vecteurs, parce que nous, on est donné dans un autre ordre, donc j'en déduis que U carré de E3, U de E3, E3 est une base de E. Le fait de changer l'ordre des vecteurs n'a aucune influence sur la matrice, enfin, sur le fait que ce soit une base. Alors ensuite, on nous demande de donner P. P, on nous disait dans l'énoncé que c'était la matrice de passage de l'ancienne base, donc de la base canonique, vers la nouvelle base B', qui est cette base justement ici. Alors, c'est là qu'on va voir dans la matrice P l'intérêt d'avoir posé la matrice B', enfin la base B' dans cet ordre-là, et non pas dans cet ordre-là qui est ici. Parce que ce qu'on sait, c'est que la matrice P
ce sera tout simplement égal aux différents vecteurs. Donc ici, u carré de E3, E de U de E3 sera là, et E3 sera ici. Alors E3, ça on le sait déjà, on sait que c'est 0, 0, 1, puisque c'est E3 dans la base canonique, hein, on sait que c'est ces coordonnées-là. U carré de E3, on l'a dit tout à l'heure, c'était 1, moins 2, 1. Ça c'est ce qu'on a vu précédemment, on a calculé en faisant A carré fois E3. Et pour calculer U de E3, de la même manière, on fait grand A fois X3, avec X3 le vecteur 0, 0, 1, et grand A c'est égal à ça, et donc de la même manière, ça va donner le troisième vecteur, qui est 0, 1, moins 1. J'en déduis donc que U de E3 est égal à 0, 1, moins 1 dans la base canonique, donc c'est égal à 0, 1 et moins 1. Donc voilà la matrice P que je cherchais, la matrice de passage, qui a ces coordonnées-là. Et c'est là qu'on voit l'intérêt d'avoir posé dans cet ordre-là et non pas dans l'autre sens, parce que si jamais on avait posé dans cet ordre-là, c'est-à-dire E3, U2, E3, U carré de E3, les premières et troisième colonnes auraient été inversées. Si j'avais inversé les premières et les troisième colonnes, j'aurais eu 0, 0, 1. Ici, le deuxième ne change pas, 0, 1, moins 1. Et puis après, 1, moins 2, 1. Or, là, l'intérêt de ça, c'est qu'on voit que la matrice est triangulaire inférieure, alors qu'ici, la matrice n'est pas ni triangulaire supérieure ni inférieure, enfin, elle l'est, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire par rapport à cette diagonale-là, ce qui ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la diagonale qui est ici. Donc, l'intérêt d'avoir posé la base B' dans cet ordre-là et non pas dans cet ordre-là, c'est d'avoir une matrice triangulaire inférieure. Et donc, là, généralement, la matrice de passage, c'est facile, il suffit de donner les coordonnées des nouveaux vecteurs dans la base canonique. Maintenant, on nous demande quelque chose d'un peu particulier, c'est de calculer P carré et d'en déduire P-1. Alors, on va d'abord calculer P carré, et puis après, on va voir quel est le lien avec P-1. Alors, si on calcule P carré, comme tout à l'heure on a calculé A carré, on fait P fois P. C'est-à-dire, on met P ici, P au-dessus, et puis on multiplie. Donc, on a P qui est égal à ça, moins 2, 1, 0, 1, moins 1, 1, et fois la même chose, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, et 1, moins 1, 1. Alors là, je vais aller assez vite pour calculer. Donc là, ici, on a 1, 0, 0, donc ça fait 1. Ici, on a 1, 0, 0, donc ça fait 0. Et ici, 1, 0, 0, donc ça fait 0 aussi. Moins 2, ça fait moins 4. Donc ici, on a moins 4. 0, 1, 0, donc ça fait 1. Et ici, 0, 0, 0, ça fait 0. Ici, on a 1 plus 2, ça fait 4. Plus 1, ça fait 4 aussi. Ensuite, on a ici moins 1, ça fait moins 2. Et ici, on a 0, 0, 1, donc je trouve 1. Donc j'ai finalement P carré qui est égal à la matrice qui est ici. Alors, on va se dire, quel est l'intérêt d'avoir posé finalement P carré, quel est le lien avec ça? Nous, ce qu'on se souvient, c'est que pour trouver l'inverse de P, pour trouver P-1, il faut montrer que P fois quelque chose est égal à l'identité. Et généralement, dans ce quelque chose, il y a souvent du P carré, etc. Donc l'idée, c'est de trouver, d'abord, un peu comme tout à l'heure, avec le M cube, il faut trouver une relation entre le P carré et le P. Ce qu'on voit, c'est que si on multiplie le P par 2, on voit qu'il y a comme une similarité dans le sens où c'est triangulaire supérieur tous les deux, et donc si on multiplie ça par 2, on va faire apparaître le moins 4 et le moins 2, donc ce qui est parfait. Par contre, on va, sur la diagonale, avoir des 2 à la place des 1. Alors ça, c'est pas grave, parce que si on soustrait l'identité, on va retrouver sur des 1. Il y aura juste le dernier coefficient en bas qui est un petit peu pénible, donc, mais c'est pas grave, on va un petit peu transformer tout ça. Donc l'idée, c'est que si on calcule 2P, on va avoir ici tout multiplié par 2, c'est-à-dire 2, 2, 2. Ici, on va avoir moins 4, moins 2, et ici 2. Et après, ici, des 0. Donc là, on voit qu'on a quasiment P carré, parce que si on fait moins l'identité, donc si on ne fait pas 2P, mais plutôt 2P moins l'identité, on fait 2P, donc ça, moins l'identité, ça revient à faire moins 1 sur la diagonale. Mais si on fait moins 1 sur la diagonale, et bien les deux se transforment en 1. Parce que 2 moins 1, ça fait 1, et donc tous les deux deviennent des 1. Donc là, j'ai quasiment P carré, il me manque juste, comme on voit ici, le 2 qui se transforme en 4. Donc pour ça, il faut que je rajoute ici une matrice qu'on va appeler B. D'accord? Cette matrice B, ça va être la matrice qui a que des zéros partout, sauf un 2 en bas à gauche.
Donc ça c'est la matrice B. L'intérêt c'est que si après j'additionne les deux, ça ne va rien changer, sauf les deux ici qui vont s'additionner, et 2 plus 2 ça fait 4. Donc ici, cette matrice, si je la rentre dans celle de gauche, ça va me donner ça. Donc la matrice B, c'est celle que j'avais donnée ici. Et là, je retrouve mon fameux P carré. Donc finalement, j'ai P carré qui est égal à tout ça. Alors, bien sûr, ce qui m'importe, c'est l'égalité qui est ici, qui est 2P moins I plus B égale P carré. Moi, ce que je veux, c'est trouver P fois quelque chose égale l'identité. Donc l'identité qui est à gauche, je vais la passer à droite. Donc moins I devient plus I. Et tout ça, je vais le passer à gauche. Donc 2P plus B, ça reste. Et le P carré devient moins P carré. Et donc, on va se dire, bah tiens, si je factorise par P, parce que c'était le but, hein, P fois quelque chose égale l'identité. Le problème, c'est que j'ai le B qui est ici. Le B, comme on a vu, il faut l'exprimer par rapport à P. Donc la matrice B qui est ici, donc 0, 0, 2, il faut que je l'exprime par rapport à P. P, on rappelle que c'était la matrice qui est ici. Donc l'idée, c'est tout simplement de multiplier cette matrice P par une autre matrice qui sera tout simplement égale à la même matrice, mais avec un 1. L'idée, c'est que si on fait la matrice P, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, et 1, moins 1, 1, fois quelque chose, je veux retomber là-dessus. Et comment on va faire ça fois quelque chose qui est égal à ça? On voit comme les deux colonnes ici sont égales à 0, bah, je vais prendre que des colonnes qui valent 0. Comme ça, là, les deux dernières colonnes seront bien égales à 0. Ici, je vais prendre 0, 0, comme ça, je vais avoir les 0 qui sont ici. Et si je mets un 2 ici, eh ben, j'espère retomber là-dessus. Et en effet, si je multiplie tout ça, je vois que ça fait 0, 0, 0, 0, 0, 0, du fait qu'il y ait 0 ici. Là, ici, j'ai 0, 0, 0, ça va me donner 0. 0, 0, 0, ça va me donner 0. Et enfin, 0, 0 et 2 fois 1, ça fait 2. Donc, j'ai bien la même chose. C'est-à-dire finalement que cette matrice est égale à P fois cette matrice. Donc en fait, là ce qu'on vient de montrer, c'est que B est égal en réalité à P fois B. C'est-à-dire que B est invariante par P. J'en déduis donc que le B, je peux le remplacer par P fois B. Et là maintenant, que j'ai remplacé P par P fois B, qui était la plus grosse difficulté ici, dans cette question, maintenant je peux factoriser par P, en disant que c'est P. Alors le 2P, attention, ça ne fait pas 2 mais 2 identités. Ici ça fait B, et ici ça fait moins P. Et tout ça est égal à I. Et donc, j'en déduis, un peu comme tout à l'heure, comme j'ai P fois quelque chose qui est égal à I, j'en déduis que ça, c'est égal à l'inverse de P, c'est-à-dire P moins 1. Donc voilà, c'est un petit peu particulier cette question, dans le sens où il fallait penser à introduire la matrice B, et en plus à me montrer que B est invariante par P, donc on peut remplacer B par P fois B, ce qui est indispensable pour pouvoir factoriser après par la matrice P. Alors bien sûr, cette matrice P-1, on peut après donner son expression, puisque on a l'identité, on a B, on a P, et donc si on donne l'expression de P-1, donc P-1, on sait que c'est égal à 2 fois l'identité, c'est-à-dire 2, 2, 2 sur la diagonale, je mets pas, on peut mettre les 0 si on veut, ici, plus la matrice B qui est égale à 0, 0, 2, comme on l'a vu, hop, et enfin, moins P, la matrice P c'est celle qui est ici, c'est-à-dire 1, 0, 0, moins 2, 1, 0, et 1, moins 1, 1. Et maintenant, si on regroupe tout ça, donc en haut à gauche, j'aurai 2 plus 0, moins 1, ça fait 1. Ici, alors pour aller un peu plus vite, je vois que ce sont tous des matrices triangulaires supérieures, d'où l'intérêt qu'on a vu tout à l'heure de mettre dans cet ordre-là et pas dans l'autre, c'est qu'on a ici que des matrices triangulaires supérieures, donc je sais de toute façon qu'en additionnant des matrices triangulaires supérieures, j'aurai uniquement des matrices triangulaires supérieures. Ensuite, sur la diagonale, ici, j'ai que des 0, là j'ai que des 2, là j'ai que des 1, avec les moins ici, ça fait à chaque fois 2 moins 1, 2 moins 1, 2 moins 1, donc ça fera des 1 partout. Ensuite, le terme ici, c'est 0 plus 0 moins moins 2, ça fait 2. En bas à gauche, ça fait 0 plus 2 moins 1, 2 moins 1, ça fait 1. Et le terme ici, c'est 0 plus 0 moins moins 1 qui fait 1. Et donc, voilà la matrice P-1. Si on veut, on peut vérifier en calculant P fois P-1. Donc ça, c'est P-1. Si on veut, on peut la multiplier par la matrice P qui est ici. Et on vérifierait qu'on tombe bien sur l'identité, ce qui justifie bien
que cette matrice est égale à P-1. Donc là, la petite difficulté, c'était cette matrice-là qu'il fallait trouver. Et de manière générale, quand à partir de P carré, on doit retrouver le P, on sait de toute façon qu'il faut absolument trouver une relation entre le P et le P carré. Et enfin, dernière question, on demandait d'en déduire la matrice A', qui est la matrice de U, mais dans cette nouvelle base, donc dans cette base-là, et ce, de deux manières différentes. Alors nous, on avait vu dans la première vidéo comment trouver la matrice, justement la matrice A' grâce à la base, donc ça va être la première méthode, et la deuxième méthode, ce sera avec la matrice P et P-1. Parce que nous, ce qu'on sait, c'est que la matrice A', c'est la matrice de U, mais dans cette nouvelle base qui est U carré de E3, U de E3 et E3. Et à ce moment-là, comme c'est la matrice de U, je sais que en haut, j'ai les images de ces vecteurs. Donc ici, j'ai U de U carré, ce qui me donne U cube de E3. Ensuite, j'ai U de U de E3, donc ça me donne U carré de E3. Et ici, j'ai U de E3, donc U de E3. Et maintenant, j'ai plus qu'à compléter. De manière très simple, on voit que U de E3, c'est égal à 1 fois U de E3. Donc ça, c'est évident. U carré de E3, bah, c'est égal à 1 fois U carré de E3. Et U cube de E3, ça vaut 0, puisqu'on a vu que la matrice A est nilpotente, et pour calculer U cube de E3, je fais A cube fois le vecteur X3. Sauf qu'on a vu que A cube est égal à 0, quelle que soit la base, et donc, de toute façon, ici, j'aurai que des zéros. Donc là, on voit, cette méthode est extrêmement rapide. Il suffit de mettre ici les vecteurs de la base, les images des vecteurs de la base, et puis, de manière très simple, on complète, puisque ici, on peut très facilement exprimer les images des vecteurs en fonction des vecteurs eux-mêmes. Donc ça, c'est pour la première méthode. La deuxième méthode, qu'on ne va pas faire ici, parce que c'est très calculatoire, mais je vais juste expliquer le principe, vous pourrez le faire tout seul pour vous entraîner, c'est que vu qu'on a trouvé la matrice A', donc la matrice de A, mais dans la nouvelle base B', on sait que la relation, c'est que A est égal à PA' fois P-1, avec P qui est la matrice de passage dans la nouvelle base, et P-1 qui est l'inverse, donc qui est cette matrice-là. Et nous, comme on veut calculer, attention, non pas A mais A', il faut que je multiplie par P-1 à gauche. Si je multiplie par P-1 à gauche, ça fait ici PA', P-1. Mais P-1 fois P, ça fait l'identité, donc ici, ça se simplifie. Et de la même manière, je vais multiplier par P à droite. Si je multiplie par P à droite, P-1 fois P, ça fait encore une fois l'identité, ça se simplifie. J'en déduis donc que j'ai A' égale P-1 à P. P-1, je l'ai effacé, mais on l'avait. Le A, on l'a. Et le P, on l'avait aussi. On l'a calculé tout à l'heure. Donc si je calcule ça, eh ben, je vous invite à le faire. Hein, mais vous verrez, si vous n'êtes pas trompé, que vous retombez sur cette matrice qui est là. Ce qui confirme bien que tous les calculs qu'on a fait avant sont bons. Donc ça, c'est une deuxième méthode qui est évidemment beaucoup plus longue parce qu'il y a deux multiplications de matrices à faire, alors que cette méthode est beaucoup plus rapide, parce qu'ici on a une base un peu particulière qui s'exprime en fonction des images et du carré de l'image d'un des vecteurs. Bien évidemment, cette méthode marche toujours, c'est juste qu'il y a un petit peu plus de calcul. Donc voilà les différentes questions qu'on peut poser dans ce genre d'exercice assez classique sur les matrices nilpotentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'énoncé de l'exercice, ainsi que vers d'autres exercices sur les matrices nilpotentes. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir Méthode Maths. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.